Dieudonné Elia Obono et Élise. Je peux vous accueillir sur scène. Dieudonné Elia Obono, vous êtes Dieudonné Elia Obono, vous êtes québécois originaire du Gabon. Vous vivez au Québec depuis 23 ans. Vous vous intéressez particulièrement aux questions d'intégration des immigrants à la société québécoise. En plus de vos activités professionnelles, vous avez multiplié dernièrement les engagements en politique avec le Parti québécois, où vous étiez président du parti de 2019 à 2021, dans le monde associatif, en tant que fondateur d'Afrique Canada Opportunité en 2016 et dans le milieu syndical avec le syndicat des professionnels et professionnels du gouvernement du Québec de 2009 à 2016. En 2018, vous avez publié Comment tomber en amour avec son nouveau pays, un livre qui décrit son parcours et qui le décrit comme un outil, comme une personne née à l'étranger qui souhaite vivre pleinement le rêve québécois. Vous jouez aussi le rôle de mentor pour faciliter l'intégration en emploi des personnes immigrantes qualifiées. Bienvenue à vous. Élise Robert, vous définissez comme semi-grande québécoise aux longues racines. Par semi-grande, on cherche celle qui vit au milieu des migrants, semi-migrante, qui a migré d'une culture vers une autre. Vous êtes né à Belleuil en Montérégie, vous parlez couramment le français, l'anglais, l'espagnol et vous êtes toujours en apprentissage. Vous vous débrouillez dans quelques autres. Vous êtes une femme aux multiples chapeaux et intérêts et vous avez œuvré dans le domaine des affaires, l'alimentation, la traduction, l'édition littéraire, la production d'événements culturels avec un fort penchant pour la poésie et la radio. Après plusieurs carrières, vous êtes consacré désormais à la culture et à l'idéation d'initiatives de dialogue interculturel, ça rentre totalement dans le sujet du jour. Entrepreneur social et impliqué dans les initiatives d'économie circulaire. Vous êtes fier d'être une femme relais du CRIC, du CRIC depuis 2017, et vous adorez partager vos connaissances d'agents de liaison communautaire spécialisés dans l'interculturel avec les communautés montréalaises et lavalloises. Bienvenue, Madame Robert. Donc, votre conférence tourne autour de vos travaux, Dieudonné autour de votre livre et de votre expérience dans l'intégration des immigrants, et Élise autour du dialogue interculturel. Je pense que c'est une présentation chacun que vous avez prévue de 15-20 minutes, comme on s'était parlé. Je reviendrai vous poser quelques questions et ensuite on pourra enchaîner avec les questions du public pour conclure cette heure avant de partir en pause. Ben, je vous souhaite une très belle discussion. À tout de suite. Alors, bonjour tout le monde. Très content d'être ici cet après-midi. Merci à la queue, puis particulièrement à Muriel. J'imagine qu'est-ce que j'ai. OK, excellent. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai été impressionné, je l'ai suivi en ligne là, par la conférence de Rachel Kahn de ce matin. Vraiment très instructif là, sur ce qui arrive, pas juste au Québec, pas juste en France, mais un peu partout à travers le monde. Avant de rentrer dans le vif du sujet, j'ai un ado de 15 ans et j'espère qu'à la fin de mon intervention, vous ne serez pas découragés, mais je considère qu'actuellement, il y a deux vents qui soufflent très fort. Un dont on parle cet après-midi, mais un autre qui est comme pour moi l'éléphant dans la pièce. Celui dont on parle cet après-midi, c'est des gens qui viennent d'ailleurs, qui viennent nous trouver au Québec. Ça, je vais en parler en long et en large. Mais l'autre, ce sont nos jeunes, ce sont les nouvelles générations. Parce que j'entends parler de culture, de langue, mais moi, quand je vois le fonctionnement de mon ado et des gens qui côtoient, j'ai comme l'impression qu'il est peut-être trop tard. Bref, j'ai comme l'impression qu'il y a peut-être des non-décisions de nos dirigeants qui nous ont amenés là où nous sommes aujourd'hui et que s'il n'est pas trop tard, il va falloir que des décisions se prennent rapidement. Parce que de la même façon qu'on dit que les gens qui viennent nous trouver doivent s'intégrer à la société québécoise, moi j'ai peur que même si on réussissait ce défi-là, il y a quand même un autre détail à côté, là, pour l'instant, que j'ai comme l'impression que nous sommes en train de perdre. Bref, comme je vous ai dit, j'espère qu'à la fin, ça va être plus positif que ça, une fois que j'aurai fini mon intervention. J'ai fait exprès, ceux qui me connaissent savent que de nature, je suis plutôt quelqu'un d'optimiste, mais j'ai comme l'impression que depuis 5 ans, je commence à être un peu enragé. Je commence à être, pour utiliser une expression, là, parce que quelqu'un faisait allusion à
des propos qu'on a entendus la semaine dernière, un peu soupe au lait. J'ai fait exprès de nommer ma présentation ni acquisition ni supériorité, parce que vous allez voir tout au long de ma présentation, je parle beaucoup de posture. Je suis quelqu'un qui pense qu'on peut relever tous les défis si on travaille de façon collaborative. Et là, ce que j'observe dans la question de l'intégration, c'est qu'il y a beaucoup d'accusations. Vous venez voler nos jobs, vous êtes raciste, si vous n'êtes pas content, retournez chez vous. Vous voulez qu'on parle le français, mais vous-même, vous avez de la misère à le parler. Le français que vous parlez, en fait, ce n'est pas du français. L'impression que j'ai, c'est que si on reste chacun dans ces positions-là, on a beau mettre en place tout ce qu'on veut comme politique, on n'y arrivera pas. Donc, il faut changer de posture. C'est pour ça que je parle plutôt de bienveillance mutuelle. 2 phrases sur moi. Je suis arrivé au Québec, je le raconte dans le livre un peu par hasard, parce que je n'avais aucune idée le Québec, c'était quoi. Parce qu'à l'étranger, en tout cas à mon époque, ça fait 24 ans, on entendait parler du Canada, donc on venait au Canada. Mais on disait, il y a une des provinces où on parle français, mais il n'y avait pas beaucoup de promotion sur la spécificité linguistique du Québec. Donc, j'ai atterri ici grâce à 2 amis qui m'ont dit, viens, tu peux patiner en hiver, c'est intéressant, ça parle français. Bref, ça nous a intéressés, donc viens ici. Et de fil en aiguille, j'ai découvert, parce que je suis curieux de nature, un peuple accueillant. Je me suis intéressé à l'histoire du Québec, contrairement à plusieurs qui détestent, par exemple, des émissions comme La Petite Vie. Je me suis intéressé à regarder ça parce que je suis convaincu que si on veut s'intégrer, comme on dit, quoique ce verbe-là, des fois, peut avoir une certaine connotation, il faut savoir de quoi on parle. Il faut savoir, on parle de plus de 400 ans, mais qui était ici? Ça a été quoi les combats? Pourquoi finalement on est dans la société dans laquelle on est aujourd'hui? Parce que si on ne s'intéresse pas à ces choses-là, on a beau parler le français, comme disait madame, il y a plein de monde qui parle le français ailleurs, mais qui ne sont pas pour autant québécois. Donc, comment tomber en amour avec son nouveau pays? C'est un cri du cœur pour dire aux gens, j'ai découvert une belle place, il se passe plein de choses. Professionnellement parlant ou personnellement parlant, c'est un coin où on peut s'épanouir, réaliser son rêve américain en français, mais je trouvais qu'on n'en entendait pas souvent parler. C'est-à-dire que, je le comprends aujourd'hui, là, c'est la guerre des clics et tout ce qu'on veut. Donc, une histoire comme celle-ci, je me rappelle d'un éditeur qui m'a dit, je ne vais pas vous publier parce que c'est trop parfait ce que vous racontez. Je dis, ben oui, mais pourquoi ce qui est parfait ne devrait pas se raconter? Comme Mme Kahn parlait ce matin, là, de la beauté qu'on tend à mettre de côté. Mais finalement, il y a quelqu'un qui a pris le risque de me publier. Et ce livre-là, partout où je vais, j'ai quelques copies, je le distribue parce que je pense qu'il raconte, oui, mon histoire en particulier, mais c'est l'histoire de ce peuple qui accueille à bras ouverts. Ce n'est pas parfait, des gens qui viennent de partout. S'ils s'intéressent à qui ils sont, je pense qu'on est capable de construire quelque chose ensemble. L'intégration, pour moi, c'est un processus, puis vous allez voir, là, j'ai quelques citations du livre que j'ai remis dans mes diapositives. Donc, il tend à donner à une minorité ethnoculturelle des droits égaux, parce que ce qu'on vise, c'est que moi, je suis arrivé à 24 ans, aujourd'hui, je me sens complètement québécois, donc j'ai les mêmes droits que tout le monde. Donc, le processus, quand on parle d'intégration, c'est ça qu'on vise. Parce qu'à la fin, même si on ne se ressemble pas, mais on a les droits, on a les mêmes responsabilités. Et dans l'intégration, moi, je vois 3 acteurs principaux. Ce que j'appelle l'État québécois, qui a un rôle important à jouer avec l'ensemble des institutions, puis je mets dans institutions les organismes d'accompagnement, les chambres de commerce et tout ce qu'on peut imaginer. La personne immigrante nouvellement citoyenne qui ne peut pas observer ce qui se passe, donc qui a un rôle à jouer, qui doit agir et surtout comprendre c'est quoi ses droits, bien sûr, mais aussi ses responsabilités, parce que la citoyenneté vient également avec des responsabilités. Puis les concitoyens, des fois, je parle avec des gens qui pensent que l'intégration, c'est une affaire de l'État québécois. Mais honnêtement, on pourrait mettre tout le budget là, du gouvernement du Québec, je ne sais pas combien il est actuellement, là, 120 milliards à faire juste l'intégration. Je ne pense pas que si c'est juste une affaire de l'État québécois, on va réussir. Donc, les gens qui sont déjà ici, nous, on a un rôle important à jouer. Comment repenser le vivre ensemble québécois au 21e siècle?
Je pense beaucoup à cette idée-là des trois acteurs qu'on vient de voir qui ont une responsabilité partagée dans le succès des gens qui viennent se joindre à nous. Et un des mots, c'est celui que j'ai mis en gras dans la présentation, c'est le sentiment d'appartenance. Je rencontre trop de gens qui, pour des raisons évidentes, en tout cas que je comprends, ne se reconnaissent pas dans le Québec, ne se disent pas québécois. Donc, il faut travailler ce sentiment d'appartenance-là, parce que même s'ils finissent par parler la même langue, mais tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas le sentiment d'appartenance, je crois personnellement qu'on ne réussira pas l'intégration. Et ça veut dire que tout le monde, les trois que j'ai cités, reconnaissent qu'il y a un rôle à jouer et qu'ils ont un rôle important à jouer. Cette diapositive-là, malheureusement, tout le texte que j'ai mis là-dessus n'apparaît pas. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que dans mon livre, il y a un extrait qui est un peu plus long que ce que vous voyez à l'écran. La vraie intégration, et c'est la phrase que vous ne voyez pas, dépend beaucoup de nous, mais un peu des autres. C'est-à-dire qu'il y a vraiment à un moment donné une décision qu'on doit prendre de dire, moi je suis originaire du Gabon, je suis arrivé ici jeune, ça fait 24 ans bientôt, un quart de siècle que je suis ici, j'ai décidé de rester ici, j'ai décidé d'embrasser la société québécoise, la culture, la langue, de vivre comme un Québécois, de vivre chez nous comme la majorité des Québécois, mais il y a des gens qui ne prendront pas cette décision-là, qui ne la prendront jamais. Et puis je respecte que les gens ne prennent pas cette décision-là, mais je me dis, il faut tout faire dans nos politiques d'intégration, dans notre accompagnement, il faut tout faire pour que la majorité arrive à ce stade-là où ils se reconnaissent, où ils se disent, ben, je suis québécois, et que quand ils disent je suis québécois, là, ça n'a rien à voir avec le nationalisme identitaire, comme des fois certains essayent de nous faire comprendre. Donc, malgré toute la bonne volonté des gens qui arrivent, comme je le disais, les nouvelles personnes citoyennes ont besoin d'évoluer dans un certain environnement. Et moi, j'appelle État bienveillant, parce que je crois que l'objectif commun qu'on doit avoir, l'objectif collectif, c'est que chaque histoire d'immigration soit une histoire à succès. Mais dans ce modèle-là, ce qui est important, et à chaque fois, ça me fend le cœur, c'est comme si l'immigration, en fait, on va chercher des gens parce qu'on a besoin de main-d'œuvre, point. Mais en fait, si c'est sur cet angle-là qu'on reste, je pense qu'en fait, on est en train de faire fausse route. Parce que les gens, ce n'est pas juste une force de travail. Surtout si on veut qu'ils s'intègrent à la société québécoise. Il faut les voir plus loin que juste de la main-d'œuvre, parce qu'on a une société vieillissante, parce qu'il faut payer les rentes des gens qui sont à la retraite, donc ça prend des gens qui travaillent. Je dis, ces discours-là, il n'a pas de bon sens. L'immigrant, c'est un humain, c'est quelqu'un qui se joint à nous, avec qui on peut bâtir, on veut bâtir quelque chose. Et tant et aussi longtemps qu'on le perçoit juste comme de la force de travail, je ne crois pas qu'on va atteindre nos objectifs. Ça aussi, c'est un désastre parce que ça arrive à tous les paliers, hein. Ce n'est pas juste au palier provincial ou fédéral, même au municipal. C'est que quand les gens arrivent parce qu'ils veulent faire leur marque, ils changent des affaires qui fonctionnent. Et moi, quand j'entends parler des COFI là, qui ont été lancés fin des années 60, début des années 70, tous les gens qui étaient là à cette époque-là, moi, j'y étais pas, ne disent que du bien de ce modèle-là, où les gens apprenaient le français, mais les gens apprenaient aussi les différents codes et coutumes de la société québécoise. Or, aujourd'hui, on a des organisations, puis il y en a qui, j'étais ici hier après-midi, qui en ont parlé, où les gens, oui, apprennent la langue, mais je dis, pour s'intégrer, ça ne peut pas être juste la langue. Il faut apprendre aussi le reste. D'où vient le Québec? C'est quoi l'histoire? Moi, je crois qu'il y a eu un débat tout à l'heure là-dessus. Il n'y a pas de nation sans culture, il n'y a pas de culture sans langue. Tout ça est ensemble. Et si on fait juste apprendre le français, mais qu'on ne regarde jamais les séries québécoises, ça ne nous intéresse pas. Nos jeunes, finalement, sont sur Netflix à longueur de journée. Qu'il n'y a plus ce rendez-vous qu'il y avait à l'époque où on regardait exactement la même chose et quand on arrivait au travail le lundi matin, on parlait tous de la même chose, de la télésérie ou de quelque chose du genre. Donc, il faut ramener cela. Moi, je pense que c'est important. La langue, oui, mais aussi les codes et coutumes.
J'arrive donc à cette diapo-là où je dis le discours politique, puis ce n'est pas juste un parti politique là, que je mets à l'index, là, mais il faut que le discours politique change. Au lieu de dire vous êtes contre l'immigration, vous êtes pour les immigrants, je vous dis ça n'a rien à voir. Il faut créer ensemble des conditions pour une immigration réussie pour les deux partis étant ceux qui se joignent à nous, mais aussi le Québec. Je pense que c'est ce que ça prend. Ça c'est très important. Cette citation de Nelson Mandela, ce qui est fait pour nous sans nous est fait contre nous. Il y a beaucoup de politiques qui sont élaborées. Hier, on parlait, ou ce matin, je pense hier, de la loi d'accès à l'égalité en emploi. Il y a beaucoup de politiques qui sont élaborées par le gouvernement du Québec, par exemple. Puis là, on appelle les organisations qui représentent les Québécois de toutes origines, mais je pense que non seulement dans l'élaboration, le suivi, l'évaluation de ces politiques-là, il faut que les gens que ça concerne en premier lieu soient impliqués, pas seulement indirectement, mais directement. Accueillir et faire preuve d'ouverture à la différence. Là, j'arrive sur le troisième acteur. Nous, comme société d'accueil, on a un rôle à jouer, un rôle important. Donc, l'État peut définir un ensemble de politiques. La personne immigrante peut faire tous les efforts qu'elle veut, mais nous, il faut qu'on soit dans une posture où on ne l'accuse pas de quelque chose, où on n'a pas des a priori sur qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce qu'elle veut faire. Dans mon évaluation en moi, et je suis peut-être biaisé, je pense que dans l'accueil et l'ouverture à la différence, en tout cas quand je tiens compte de mon expérience personnelle, je pense qu'on n'est pas payé comparé à d'autres. Bien sûr, dans la vie, il n'y a rien de parfait. Il faut continuer à faire plus, mais ça, c'est un élément fondamental. Parce que quand les gens se sentent accueillis, quand les gens se sentent bien, ça les met dans une posture où ils veulent aller plus loin pour s'intégrer complètement à la société québécoise. Ça, pour moi, c'est fondamental. Être québécois, québécoise, c'est un choix, puis c'est une décision personnelle. Vous avez cette citation-là d'André Lamoureux que j'aime bien, où on parle bien sûr d'identité, on revient sur l'histoire, les traditions, les habitudes, ça traduit peut-être mon âge, les valeurs. Donc l'identité, c'est aussi la langue. Cette langue commune qui fait partie de notre nation, on ne peut pas enfoncer dans la gorge des gens le fait d'être québécois. À un moment donné, nous tous qui venons d'ailleurs, qui arrivons ici, devons faire le choix de dire « je suis québécois, j'embrasse cette société-là », avec ses défauts, ses qualités, parce que je veux être avec tout le monde pour qu'on avance vers un idéal, pour qu'on avance vers quelque chose. Et pour moi, ça, c'est fondamental. Et on a un travail à faire pour aider les gens, pour créer un environnement qui va faire en sorte que les gens vont faire un choix légitime. Puis pour moi, c'est légitime aussi qu'il y ait des gens qui décident de ne pas être québécois pour toutes sortes de raisons qui leur appartiennent. Mais nous, il faut qu'on fasse des efforts pour mettre des gens dans un environnement qui va faire en sorte qu'ils vont prendre la meilleure décision pour eux. Pour nous, dans l'intérêt du Québec, j'aimerais qu'ils deviennent tous québécois, mais en même temps, je ne joue pas à l'autruche pour dire que tout ça va arriver. Une terre d'opportunités pour réaliser le rêve américain en français. Je rencontre encore beaucoup de gens qui sont au Québec. Vous savez, les taux de chômage ont diminué de façon drastique, mais il y a encore beaucoup de gens qui travaillent, mais qui ne travaillent pas dans leur domaine. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Mais honnêtement, comparé à d'autres pays, je pense qu'on n'a pas à rougir de ce qui se fait, mais je reste toujours dans la perspective de faire plus, faire mieux, donc en donnant la possibilité à des gens de réaliser leurs rêves en français. J'insiste beaucoup en français. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles je fais des concessions, mais personnellement, je considère que je suis un radical sur la langue. Je pense que sur la langue, il n'y a pas de compromis à faire. Si vous êtes au Québec, la langue commune, c'est le français. Oui, il y a des gens qui peuvent parler d'autres langues dans la sphère privée, mais je veux dire, il y a des choses sur lesquelles on fait des concessions. Je ne vois pas des Allemands en train de faire des concessions. Bref, là-dessus, je suis plutôt considéré comme un radical. Puis je l'assume. Pour mieux vivre ensemble, donc accepter le débat d'immigration sans tabou ni préjugés. On est dans un monde où les gens ont l'épiderme tellement sensible que tout ce qu'on dit, ça choque tout le monde. Puis
quasiment les gens nous poursuivent jusqu'en Cour suprême. Je m'étonne de cela. Proscrit des déclarations sans nuance qui font des amalgames, créent des tensions inutiles. Donc, il y a des gens qui, au lieu de ne rien dire, bon, se mettent à déclarer toutes sortes de choses qui nuisent au travail que nous sommes en train de faire. Partager l'identité québécoise et l'enrichir par la diversité des bagages. Je reviens sur la présentation de Guillaume Rousseau d'hier, que j'ai beaucoup aimé. Oui, convergence, concordance, tous ces trucs-là, là, moi, je ne suis pas un juriste, mais je pense que les gens qui viennent de partout à travers le monde, comme moi, peuvent enrichir cette culture commune, cette langue commune avec leurs accents, parce que tout le monde ne va pas adopter l'accent québécois non plus. Aimer profondément le Québec et accepter de partager le destin commun des Québécois. Donc, pour moi, ça fait partie des fondamentaux. Parler et valoriser la langue française à l'école, au travail, dans la sphère publique. Et le dernier, non le moindre, je pense qu'il a contribué à mon intégration au Québec. Donc, cette idée d'aimer les régions du Québec et surtout d'aller à la découverte des gens qui l'habitent, parce que je pense que une façon d'accélérer l'intégration, si vous voulez, c'est en échangeant avec les gens. Parce que quand on échange avec les gens, on se rend compte finalement que même si on ne se ressemble pas, comme Rachel Kahn disait ce matin, là, ce qui nous unit est plus fort. On a plus de points en commun que des points que nous n'avons pas en commun. Et la façon d'y arriver rapidement, c'est de parler avec les gens, de ne pas juste rester à Montréal, mais d'aller en région, d'aller à Alma, d'aller à Rimouski, un peu partout, échanger avec les gens pour qu'ils voient qu'on partage les mêmes valeurs, comme disait quelqu'un tout à l'heure. Je termine en disant que, et ça c'est aussi une citation de mon livre, l'immigration, c'est cette rencontre entre deux personnes dont l'issue est incertaine, mais où les efforts de l'une et de l'autre augmentent les chances de réussite. Merci de votre attention. Bonjour. Oui. Alors, vous m'excuserez pour des raisons de santé. J'ai subi une chirurgie médicale il y a quelques jours, donc je vais rester assise. Mais j'ai préparé un PowerPoint. Et je trouvais très drôle qu'on soit mis une à côté de l'autre. L'homme de chiffres, la femme de lettres. Et je suis celle qui n'a pas mis de texte dans sa présentation, que des images. Alors, sur ce, voilà. Donc, je me présente, Élise Robert. Je suis traductrice de formation, mais je suis une espèce de... Merci, justement. Je suis une drôle de bébite qui, toute petite, j'écoutais la télé ethnique à l'époque. Donc, même en étant à Belleuil, maman francophone, papa anglophone, le samedi matin, je regardais cette chaîne qui, à chaque 60 ou 30 minutes, changeait de langue. Et je remontais ensuite déjeuner avec ma mère en prononçant des mots qu'elle disait « Ah non, d'où est-ce que tu as appris ça encore? » Donc, j'adore les langues. On parle de ça comme véhicule de culture, mais c'est ce que je trouve beau du Québec, c'est qu'on a notre français à nous. Donc, quelqu'un disait que ce n'est pas nécessairement la culture, mais en fait, le français québécois s'entend différemment à travers le monde, et c'est ce que je vais vous montrer, et il charme. Oups, on a déjà fait ma bio. Voilà. Je suis une entrepreneure sociale, je tenais à le dire ici parce que je porte plusieurs chapeaux. Je suis aussi une cuisinière, une doula, accompagnante à la naissance, et une apprentie zoothérapeute, si on veut. Je fais de la communication animale, entre autres, avec les cochons d'Inde. Donc, tous des vecteurs interculturels parce que tout le monde aime manger, tout le monde aime les bébés et tout le monde aime les animaux. Donc, lorsqu'on se présente quelque part avec un bon plat, ça délie les langues et ça a souvent été ma force de persuasion. Et voilà, je vous mets un peu des projets auxquels j'ai participé. Ce sont des projets en économie circulaire ou solidaire. À Laval, j'ai participé au projet Ensemble, station culinaire mobile qui a remporté un prix en économie sociale. On a fabriqué une roulotte. On a une ancienne cabane à pêche. Justement, les immigrants se demandent, mais comment vous faites pour pêcher l'hiver? C'est quelque chose qu'on leur fait découvrir. Et donc, on a transformé une cabane à pêche en roulotte avec un four à pain qu'on transporte dans les différents quartiers lavallois pour faire découvrir la boulange internationale par et pour la communauté.
Le deuxième du milieu, vous m'avez vu tout à l'heure, je suis, comme dirait Véronica Torres du CRIC, le carrefour de ressources en interculturel. Femmes relais un jour, femmes relais toujours. C'est un magnifique programme que je vous invite à aller découvrir. C'est des brigades de gens qui sont choisis. Au départ, c'était des femmes, parce que souvent les femmes tardaient à intégrer la communauté, dans le quartier Centre-Sud en tout cas, parce que c'était les hommes qui sortaient travailler. Donc, ils ont constaté un retard d'intégration chez les femmes et ils ont dit comment on va faire pour aller les rejoindre. Alors, ils ont dit on va créer un programme où on va les faire venir au CRIC. On va leur donner des formations sur toutes sortes de sujets pour leur permettre de devenir des agentes de liaison. Donc, on va leur offrir des formations sur la société, la communication bienveillante, le système juridique au Québec, le système d'éducation, toutes sortes de sujets. On va les former. Et dans les cohortes, ce seront nos agentes de liaison pour la communauté. Il y a des familles qui sont cachées dans les maisons, qu'on n'arrive pas à rejoindre avec le discours principal. On va aller chercher des ressortissantes de ces communautés qui parlent français, mais qui pourraient bénéficier de parler français plus souvent chaque semaine et qui seront nos traductrices. On va les former comme des agentes de liaison, mais aussi des traductrices qui sont liées au secret professionnel qu'on pourra ensuite dépêcher pour les rattacher aux services offerts dans le quartier. Donc, le but des hommes et des femmes relais, c'est de relier les familles aux besoins dans les ressources existantes et d'agir d'interprète, mais surtout c'est plus que de la traduction, c'est vraiment de l'adaptation culturelle. Souvent, dans un rendez-vous médical, et c'est la réalité malheureusement encore aujourd'hui, l'enfant de 10 ans est le francophone et traducteur de la famille. Maman a une infection urinaire. Le médecin explique à l'enfant qu'il doit dire à sa maman comment se traiter. Il y avait besoin de traducteurs. Et dans mon époque, en 2017, nous étions toutes des femmes. Chaque cohorte consiste en 6 femmes issues de l'immigration et une racine longue. Dans cette année, j'étais la racine longue. Et c'est ce qui fait la beauté de la chose parce qu'à l'intérieur de ma cohorte, il s'est créé une sororité. Donc, toutes ces femmes, une iranienne, colombienne, chinoise, japonaise, algérienne et syrienne, récemment arrivée justement, nous avons évolué pendant 1 an, toutes les semaines, avec des formations, accompagner différentes familles, être présente à Montréal. D'ailleurs, nous étions de la cohorte que Valérie Plante est venue voir. Elle était en campagne avant de devenir mairesse. C'était notre conseillère municipale. Donc, on l'a bien connue et on a demandé des choses, entre autres, qui étaient des freins. On nous demandait qu'est-ce qui vous empêche, les communautés culturelles, de venir participer à la vie politique active ou la vie communautaire. Puis une des choses qu'une femme relais a dit, c'est « Ben oui, mais chaque fois que vous nous demandez de venir à la mairie pour poser nos questions, on est en plein dans l'heure du souper, puis moi, je suis désolée, mais je n'ai pas l'argent de payer une gardienne pour aller dire le problème que j'ai dans mon quartier. Est-ce qu'il y aurait possibilité de faire une halte répit à la mairie? » Je vous annonce que depuis quelques années, à Montréal, il y a une halte répit les soirs du conseil municipal et désormais, les hommes et les femmes de la diversité peuvent aller poser leurs questions dans leur langue ou en français et les enfants se font garder sur place gratuitement. Donc, je vous invite à aller voir, le CRIC fait beaucoup plus que ça, mais notre demande qu'on a observée pendant 2017, c'était de dire on était tout autour de la table, 6 jeunes femmes relais et 6 plus vieilles, on se chevauche. Il manquait d'hommes parce qu'effectivement, les hommes aussi vivent des problèmes d'intégration et le fait d'avoir une femme relais avec eux, selon la culture, le rapport homme-femme n'est pas nécessairement le même. Donc, il y avait encore des problèmes d'intégration et on a dit il faut trouver le moyen d'aller chercher des hommes relais. Mais les hommes relais ne sont pas à la maison dans la journée. Les hommes relais n'ont pas beaucoup de temps libre. Les hommes relais souvent ont 1, 2 ou 3 travails et se rendent compte ici qu'ils n'ont pas les moyens d'avoir une nounou pour garder les enfants et que leur femme aussi est épuisée puis a besoin de faire des choses. Souvent, elle est à la maison le jour puis le soir, elle va aller étudier et c'est papa qui va coucher les enfants. Alors, à quel moment est-ce qu'on peut le sortir de son quotidien pour le former et ensuite le rendre disponible à la communauté? Le CRIC a trouvé différentes façons de faire le programme plus court, plus intensif et souvent à distance.
Donc, pendant la pandémie, il y a des cohortes d'hommes relais qui ont été formés. Et maintenant, il existe des hommes relais qui se promènent. Et c'est un projet qui existe dans plusieurs quartiers montréalais. Et j'en suis fière. Je travaille très fort pour l'emmener à Laval. La tablée des chefs, la tablée des chefs, tout le monde connaît ce que c'est? Tablée des chefs? Alors, la tablée des chefs, c'est un autre super programme. J'ai eu la chance, enfin, ma situation familiale m'a permis d'entrer dans la brigade à l'automne dernier et j'ai été dépêchée dans des groupes particuliers à Laval, des enfants à besoins particuliers, certains sur le spectre de l'autisme, d'autres avec des problèmes de handicap physique, mais tous issus de la diversité. Et c'est ce qui était très beau que j'ai pu observer sur le terrain, c'est qu'il y avait, dans la diversité, il y a une certaine unicité universelle. Et j'ai l'impression que les gens qui ont beaucoup de marqueurs de marginalité sont beaucoup plus ouverts à d'autres marginaux, ce qui font que nous, les neurotypiques, on devient la minorité. Donc, c'était chouette pour moi d'être comme celle qui doit courtiser les autres pour dire « mais je suis aussi un peu bizarre, moi aussi, vous savez, je ne suis pas tout à fait parfaite ». Et souvent, ce sont des projets sociaux où on est engagé pour aller offrir et on reçoit beaucoup. Et pour moi, c'est un peu ce qui se passe aussi avec l'ouverture à l'intégration et l'immigration. Nous sommes la société d'accueil. Mais justement, dans l'accueil, il faut accueillir aussi les cadeaux. Ces gens viennent de partout ailleurs avec, oui, des inquiétudes, des parcours de vie, des difficultés, mais ils arrivent avec une richesse incroyable sur laquelle on peut apprendre. Et je crois qu'au Québec, le CRIP travaille là-dessus depuis, comme vous voyez, plus de 20 ans par différentes façons. C'est de valoriser cet apport continuel qui arrive, qui a marqué notre culture. Un petite anecdote, je travaille avec des septagénaires et des octogénaires à Laval. Et l'un d'entre eux m'a dit, mais qu'est-ce, parce que je faisais la promotion de la Saint-Patrick qui approchait, et qui m'a dit, mais c'est quoi le problème avec la Saint-Patrick? Pourquoi on s'énerve autant avec la Saint-Patrick? On n'a rien à voir avec eux. Et j'ai dit, pardon? Une zénith. Le violon, ça vient d'où? Les rilles québécois, ça vient d'où? Et il y avait un article, je crois, dans le journal cette année, justement, qui disait, si on enlève les paroles, la musique traditionnelle trad, québécoise, et la musique irlandaise sont identiques au point tel qu'on fait jouer la musique et il est impossible de savoir si ça vient du Québec ou de l'Irlande. Donc, c'est une chose qu'on a montré aux nouveaux arrivants qui étaient complètement ébahis. Et la troupe Tissé Serré, troupe de danse, nous a montré qu'il n'y a pas de danse. Et comme on était dehors, les étudiants, et on n'avait pas d'habits traditionnels, il y avait un Iranien qui dit « Ah, mais attends, ce mouvement-là que tu es en train de danser, il l'a dans ma culture aussi, dans ma danse traditionnelle. » Et Oksana, qui vient de l'Ukraine, « Ah, mais chez moi aussi. » Et donc, on a réalisé qu'en fait, dépourvu du costume de danse traditionnelle, nous avions le même mouvement. Mais si on allait dans un festival où on fait des danses une après l'autre, nous sommes effectivement très différents parce que le costume est différent. Et souvent, je trouve que c'était une très belle métaphore de dire l'immigration, c'est ça. Il faut aller au-delà du contenant et regarder le contenu. Et c'est là où on trouve les plus grandes perles d'universalisme. Ce que toi, tu disais. À la base, l'être humain a 3 besoins. Être en santé, en sécurité et aimer. C'est tout. Donc, les hommes et les femmes relais. Et l'autre chose, tu parlais de reconnaître les gens pour leur apport. Le programme du CRIC, maintenant, est harnaché avec la Commission scolaire de Montréal et, ça c'est très drôle, le système d'éducation québécois. Donc, à l'âge de 37 ans, j'ai reçu mon bulletin du primaire jusqu'à ça, parce qu'en fait, les cours qu'on fait sont crédités et ils donnent un certificat et un diplôme pour beaucoup. Ce sont des femmes qui sont arrivées depuis moins de 12 à 17 mois et qui reçoivent, après avoir fait des heures de bénévolat, 55 heures sur 10 mois, leur premier diplôme québécois, leur première expérience de travail québécois. Vous l'avez sûrement entendu, les immigrants vont faire tous leurs cours de francisation, faire les équivalences, et la chose qui bloque leur entrée sur le marché du travail, c'est toujours cette foutue « Avez-vous une première expérience de travail au Canada? » Ben non, il n'y a personne qui veut me la donner.
ce diplôme et ce programme vient pallier ce problème et c'est ce que j'essaie, avec bien d'humilité, d'emmener à Laval. Donc, je parle beaucoup de Laval parce qu'en fait, je suis contente, ma patronne et grande amie est dans la salle. Nous sommes une énorme équipe de 2. La Société nationale du Québec à Laval, est-ce que certains d'entre vous la connaissent? Voilà. C'est une des sociétés membres du MNQ, le Mouvement national des Québécois et Québécoises, un organisme à but non lucratif qui fait des événements principalement mandataires de la fête nationale, mais pas que. Et à Laval, on pousse beaucoup pour l'interculturel et l'intégration, justement, avec Assemblement, qui existe depuis 2019 et qu'on organise toutes sortes d'activités. Le concours de contes qui vient de se terminer, qu'on a fait pendant 1 an avec le ministère de la langue française, où on a invité tous les Lavallois à soumettre des contes en français, mais sans aucune autre restriction, et ouvert vraiment à toutes sortes de façons de soumettre. Les gens qui étaient alphabètes pouvaient nous soumettre à l'audio, aux vidéos. Tout ce qui nous intéressait, c'est de récolter des histoires. Donc, et les rendez-vous culturels dont je vous parle beaucoup, qui viennent un peu répondre à ce que tu disais, c'est un autre programme qui existe aussi. Je vais y revenir plus en détail. Voici l'assemblement. Ce sont des exemples d'activités qu'on a fait au cours des derniers mois ou des dernières semaines. Il y a des cafés-débats, des cafés-causeries, des repas de cuisine, des ateliers d'écriture et la toute nouvelle qui a commencé à l'automne où on va en tournée. Donc, au lieu d'inviter les communautés de longue et de courte racine, est-ce que vous savez ce que c'est le concept de longue et courte racine? Non, ça vient du creek, ça aussi. Je me rends compte que je pensais que tout le monde l'utilisait, mais non. Donc, je connais l'expression québécois de souche ou pure laine, mais il y a des Québécois qui, au contenant, ne paraissent pas québécois, mais ont des racines de 5 générations, alors qu'au contenant, ils ont des racines de mes parents viennent d'arriver il y a 10 ans. Donc, le principe de racine permet de définir l'identité. Et parfois, les racines sont courtes, mais elles sont quand même québécois, parce que peut-être certains d'entre vous ont vu le documentaire « Immigrants de l'intérieur ». Quand on change de région, on devient l'étranger de l'autre, mais on est né au Québec, mais je suis partie de Montréal pour aller au Saguenay. Je suis un immigrant. Donc, les longues et les courtes racines, pour nous, s'appliquaient. Et à Laval, ce qu'on cherche à faire, c'est de mettre en contact ces 2 réalités. Ceux qui viennent d'arriver, les courtes racines, qui sont un peu perdus, qui ont besoin de leur repère, et les racines plus longues, qui sont peut-être mieux ancrées et prêts à recevoir puis à guider. Et dans les 2 cas, c'est de faire comprendre la réalité de l'un et de l'autre en créant des safe spaces. Donc, nos activités sont toujours à très petit volume, maximum 30 à 40 personnes. Et peu importe l'activité, il y a toujours un minimum de 20 à 30 minutes à la fin de dialogue. Il va y avoir une collation, parce que tout le monde mange, et ça permet de délier les langues. Et il y a toujours de la rétroaction. Voilà, d'autres activités. Entre autres, l'atelier interculturel d'écriture. On a créé une exposition d'œuvres avec la Société littéraire où des auteurs lavallois issus de la diversité ont partagé des poèmes qu'on a rattachés à des photos parce que notre logo, comme vous l'avez vu, c'est 3 mains à l'assemblement. Et les mains, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont universelles. C'est la première chose qu'un enfant ou qu'un humain reçoit. Il est accueilli, il naît, il tombe dans les mains. Et qu'est-ce qui est le plus fondamental ensuite? C'est de le nourrir. Mais les mains, on a tous des mains. Mais elles sont très, très, très personnelles. Si je vous montrais une photo des mains de votre grand-mère en train de cuisiner votre plat préféré, même si on ne voit pas son visage, vous allez les reconnaître. Pour nous, ce sera des mains. Pour vous, ce sera grand-maman. Alors, il y a quelque chose d'universel et de très personnel dans les mains. Donc, on a appelé l'exposition « Les mains qui nourrissent, mains qui unissent ». Et on a montré les photos comme quoi on mange tous, pas tous la même chose, c'est vrai, mais pas tous de la même manière non plus. Certains utilisent des ustensiles, d'autres utilisent leurs mains, d'autres utilisent du pain. Donc, c'était d'ouvrir à la diversité, mais sur tous les plans. Et on utilise aussi beaucoup la poésie, qui est une autre manière de faire découvrir la culture. La poésie, pour les immigrants, c'est chouette. Souvent, ça leur ajoute du vocabulaire. Et aussi, ça ajoute une nouvelle façon de voir le monde. Dans le vidéo de Flavia qui découvrait la poésie de José Aclin, justement, il y a un poème où José Aclin dit « Le vent est le plus petit des éléments ». Et elle, qui est brésilienne, elle est traduite, on dit « Attends, mais quoi? » Ça fait aucun sens. Donc, c'est la façon d'utiliser la langue et de se permettre de jouer avec
qui leur fait ouvrir des possibilités. Et justement, il y a 2 jours, on a eu la journée du poème à portée qui se déroule chaque année et qui fait découvrir la poésie au Québec. Et le gagnant de notre atelier vient d'arriver du Vietnam, nous a découvert en novembre par le pain et vient maintenant à tous nos ateliers d'écriture et bonifie, vous voyez le poème qu'il a créé, c'est un poème sans ton. Donc, à partir de citations de poèmes existants, il en a fabriqué un nouveau. Voilà les rendez-vous culturels. C'est des rendez-vous qui existent partout au Québec. Chaque société sur son territoire fait découvrir son territoire par 7 thèmes. La société, la culture, le cinéma, les arts, le patrimoine vivant. Et à Laval, on est la société qui en a fait le plus. On vient de terminer la 11e cohorte. Ce sont des témoignages, mais je vous inviterai à les lire. Je les ai gardés tels quels. Nous, on fonctionne avec des gens qui sont en terminus de francisation, donc qui parlent déjà bien le français, mais qui n'ont pas eu l'opportunité d'aller au musée, d'aller au cinéma. Et donc, on les emmène à la culture dans des lieux existants et publics, de sorte qu'après notre activité, ils peuvent y retourner avec leurs amis et leurs familles. Le concours de contes vient de se terminer. Il y a 9 contes qui ont gagné dans différentes catégories et les textes, les gagnants sont de l'âge de 5 ans à 94 ans, vont être interprétés sur scène par des conteurs professionnels. Donc, il y a des gens pour qui le français est une 3e, 4e langue, qui vont voir leurs textes en français performés sur scène par des conteurs québécois. Et personnellement, je vous disais que j'étais une artiste de la parole. Voici quelques livres que j'ai faits. Et c'est Migrante. Et c'est toujours comme vous voyez dans l'interculturel. J'ai emmené à Barcelone en 2008 la première délégation de poètes migrants pour représenter le Québec à Barcelone, alors que c'était la capitale mondiale du livre. 2 Mexicains d'origine, Danny Plourde, québécois, Bob Oriol, Haïti, Kat Kidd, l'Ouest canadien, et avec Josep Valdaura, un Catalan d'origine, mais francophile. Et c'était les élections, et c'était assez hallucinant. Partout où on passait, on n'arrivait pas à parler de poésie parce que tout le monde nous posait des questions politiques. C'est quelques villes où je suis allée avec le spoken word. Quelques collaborations que j'ai faites. Comme vous voyez, la poésie et la traduction et l'intégration m'a permis de rencontrer toutes sortes de gens. C'est ce que je trouve très chouette quand on est ouvert, comme on disait, dans la bienveillance et la curiosité de l'humain. Alberto Manguel, que certains connaissent peut-être, un de nos plus grands intellectuels, était à Québec, pour Québec en toutes lettres, et très réservé, mais parce qu'on avait pris le temps de lui créer un petit poème en français et en espagnol, il a accepté de se faire prendre en photo et de parler avec nous, alors qu'il avait refusé toute autre initiative. Et dernièrement, donc lundi dernier, avec Wesley, je viens de faire une version française de sa chanson Black Man Samba, qui célèbre l'ombre noire, la négritude contemporaine, avec Sikam Valmé, aussi haïtienne, une vidéoclip qui a été en première mondiale au Vues d'Afrique samedi dernier, et Fabrice Coffy, originaire de Côte d'Ivoire, qui a publié son premier recueil de poésie ici au Québec. Et si c'est correct, je peux faire jouer la chanson ou pas? Dom Lebeau, ancien batteur des Cowboys Fringants, et sa chanson que j'aime beaucoup, D'un humaniste à un autre. Voilà. Et voilà les paroles. Voilà. Donc, merci. On se rejoint, chacune et chacun, et nos cœurs de franquin, et nos cœurs de franquin, si on peut se parler. C'est bon? Merci beaucoup, Élise Robert. On peut la réapplaudir. On peut aussi réapplaudir Dieudonné Laoyono. Merci beaucoup.